Bonjour à tous, je me présente, je suis Benjamin Tesner, le dirigeant de PrestaShop. Je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui. C'est le genre de phrase un petit peu classique qu'on sort, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, elle est pleine de sens. Quand je vois cette salle pleine, quand je vois cet engouement autour de PrestaShop, on est vraiment tous très fiers. Et j'espère qu'on va vous faire partager aujourd'hui cette passion qu'on a pour le e-commerce. Autour de nous, un panel d'intervenants extrêmement prestigieux, donc ça, on compte vraiment sur vous pour avoir une journée autour de l'e-commerce qui soit exceptionnelle en tout point. Voilà, donc il me revient de débuter cette journée, ce barcamp, qui est pour nous un événement majeur, qui est notre grande messe. Donc on abordera plusieurs sujets. Dans un premier temps, je vais un peu vous faire la présentation de ce que sera cette journée, avant de vous donner quelques éléments sur PrestaShop, puisque c'est un élément PrestaShop, donc je suppose que certains d'entre vous sont intéressés par le fait de savoir où on en est, ce que l'on compte faire, etc. Donc j'essaierai de vous apporter quelques précisions à ce sujet, avant de passer la parole à nos intervenants qui interviendront sur tout un ensemble de sujets. Voilà. Alors, dans un premier temps, c'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question, pourquoi faites-vous cet événement ? On fait cet événement pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, on souhaite aller à la rencontre de notre communauté. Ce terme de communauté, vous l'entendrez dans la bouche de l'ensemble des participants de l'entreprise aujourd'hui, car PrestaShop, c'est une communauté. Sans cette communauté, PrestaShop n'est pas PrestaShop. Et donc nous avons besoin aujourd'hui de vous rendre un petit peu ce que vous nous apportez, en vous restituant, en étant transparent avec vous pour vous dire où nous en sommes, ce que nous allons faire, et de quelle manière nous pouvons collaborer avec vous pour proposer toujours la meilleure expérience e-commerce à l'ensemble de la communauté des marchands. On est là aussi pour communiquer en toute transparence sur l'actualité de l'entreprise, des chiffres, des projets. On reviendra lors d'une prochaine conférence sur la release extrêmement récente de notre nouvelle version 1.6 qui, à mon avis, va véritablement faire bouger les lignes. Je ne veux pas empiéter sur les plates-bandes des personnes qui sont chargées de vous la présenter. On veut aussi inscrire PrestaShop dans l'écosystème du e-commerce. Aujourd'hui, PrestaShop, je reviendrai dessus, c'est un leader en termes de e-commerce. Et nous estimons, et c'est aussi ma responsabilité, je pense que notre place n'est pas assez prise en compte dans cet écosystème. On veut véritablement inscrire PrestaShop dans ce qu'est le e-commerce, entourer les plus grands de la place. C'est vraiment très important pour nous. Et puis surtout, on voulait vraiment créer le buzz sur cette fin d'année avec un événement majeur sur le e-commerce pour rassembler tous les grands, tous les acteurs qui font le e-commerce, ici comme ailleurs, puisque nous aurons aussi des intervenants étrangers, et c'est une grande fierté pour nous. Alors tout ça, bien sûr, nécessairement requiert une organisation et du soutien, et je voulais prendre quelques instants pour remercier chaleureusement nos sponsors qui nous accompagnent aujourd'hui. Le groupe La Poste avec Socolissimo, partenaire historique de PrestaShop, au cœur des problématiques concrètes des marchands sur le transport. Nous ne sommes, entre guillemets, que la boutique. Autour de nous, nous avons toutes les problématiques de la chaîne de valeur du e-commerce, la logistique, le paiement et tant d'autres. Donc je tiens véritablement à remercier Socolissimo pour son soutien. Deux acteurs du paiement, iPay, acteur de référence dans le domaine du paiement digital, qui nous accompagnent aujourd'hui. Merci beaucoup. Et PayPal, faut-il les présenter, aussi un partenaire historique de PrestaShop, que je remercie chaleureusement pour leur soutien aujourd'hui, et d'ailleurs tout au long de l'année. Cette version, ce millésime du barcamp sera vraiment en tout point exceptionnel. Je vous laisse découvrir à l'écran les entreprises, les acteurs du secteur du web, du e-commerce qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner aujourd'hui. On voulait frapper très fort. L'année dernière, nous n'étions pas là. Nous avons fait un barcamp à New York. Ça fait 2 ans donc que PrestaShop n'est pas venu à la rencontre de sa communauté française. Il fallait donc qu'on tape fort. Et bien voilà, aujourd'hui, tous les gens qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner, je les remercie chaleureusement. C'est vraiment très important pour nous. Nous avons donc des grands du web, nous avons des marchands très importants, nous avons des organisations représentatives de notre secteur avec la FEVAD et l'Axel, que je remercie d'être ici, des acteurs de l'enseignement. On fera un topic spécifique cet après-midi sur le recrutement, sur la formation dans le domaine du numérique. Pour vous tous qui êtes dans ce secteur, vous savez à quel point il est compliqué de trouver des ressources pertinentes sur ce secteur. Des marchands viendront donc s'exprimer. On fera aussi un point sur 2 problématiques qui sont clés dans le domaine du e-commerce. Les réseaux sociaux comme facteur de développement du chiffre d'affaires, avec une intervention conjointe de Twitter et Facebook.
Et puis un état des lieux sur où nous en sommes en termes de m-commerce, les interventions de Byster, de PayPal, de showroom privé et aussi du cabinet Capgemini Consulting qui viendra nous donner un éclairage sur le sujet. Voilà, un peu sur les intervenants. Pardon. Sur le programme, alors le programme il sera très complet. Hein. Vous aurez ici dans cette salle un ensemble de conférences plénières, mais vous aurez aussi d'autres types d'interventions sur les étages. Donc je vais essayer très rapidement de vous dire ce qui va se passer aujourd'hui. Donc une keynote aujourd'hui à 9 h, suivi d'un point, je pense, très attendu sur notre dernière version du logiciel, la 1.6, d'accord ? Nous aurons des intervenants de PrestaShop, avec notamment Bruno Lévesque, le fondateur de l'entreprise, accompagné aussi d'OVH et accompagné aussi d'une intervention à distance de Marc Otto, qui est le fondateur de GitHub et de Bootstrap, qu'on remercie d'être intervenu sur le sujet. On fera intervenir ensuite des marchands pour qu'ils nous parlent de leur réalité concrète, des marchands qui sont sur PrestaShop, qui ont eu un succès retentissant et on voulait avoir leur témoignage, c'était très important pour nous. On vous laissera souffler ensuite avec une pause déjeuner, quand même, qui sera servie donc au rez-de-chaussée. Et on enchaînera ensuite sur un sujet qui nous tient à cœur véritablement, c'est le soutien du numérique. C'est-à-dire le fait en France de pouvoir donner le moyen à cette économie de produire les ressources qui vont bien, les développeurs et pas simplement les développeurs. Donc on aura une intervention de l'école 42, on aura l'intervention d'un cabinet de chasse qui s'appelle Clémentine, et puis Viadeo participera aussi à cette keynote. Ensuite, comme je vous le disais, une intervention sur les réseaux sociaux avec Twitter et Facebook, et le m-commerce que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc vous voyez une actualité très chargée, donc n'hésitez pas, venez assister à ces conférences, je suis certain qu'elles seront passionnantes. On les a préparées avec assiduité. Je remercie d'ailleurs Annie qui est ici, qui nous a beaucoup aidé pour la préparation de cet événement. Merci beaucoup. Mais c'est pas tout. Donc il y aura à la fois des conférences plénières, et puis il y aura aussi des ateliers pour vous apporter des réponses concrètes aux sujets qui sont les vôtres. D'accord ? Un sujet sur le référencement, point clé bien évidemment, quel que soit le site web, qu'il soit e-commerce ou pas, il nous faut une pertinence dans le référencement, on le sait bien. On reviendra aussi donc là avec des partenaires comme Google, avec des partenaires comme Ad4All. Atelier juridique avec Trusted Shops pour vous apporter des réponses sur ce sujet. C'est très important, c'est une profession qui est extrêmement encadrée, donc il faut savoir où on met les pieds. Le développement international, animé à la fois par PrestaShop et par des partenaires, notamment Textmaster. L'hébergement, avec notre partenaire OVH. Et puis des ateliers qui sont véritablement propres à PrestaShop, plutôt pour un profil technique, un point sur des développements de modules, et un point sur l'utilisation de cette techno Bootstrap dont on va vous parler au cours de la matinée, qui est vraiment au cœur de notre roadmap produit. Donc là-dessus, allez à la rencontre des spécialistes, toute notre équipe technique est ici pour répondre à vos interrogations. Vous avez les meilleurs de l'équipe de développement. Donc surtout, n'hésitez pas, on est véritablement là pour répondre à vos questions, qu'elles soient hyper précises ou plus générales. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. On fait donc des keynotes, des ateliers un peu généraux sur des problématiques particulières, mais on va aussi vous apporter des réponses très spécifiques. On a Catherine Barba, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui fera donc des interventions avec des audits spécifiques sur le marketing relationnel, sur je crois qu'il y a 5 ou 6 sites qui vont être disséqués. De la même manière, on va avoir une masterclass e-commerce avec Henri Kaufmann, qui est un blogueur influent, spécialiste du web marketing, et Mathieu Delgrange, qui est le patron d'une agence qui s'appelle 202 e-commerce, qui disséqueront là aussi, qui vous donneront des conseils sur l'optimisation de votre site et de votre performance. Donc je vous encourage véritablement à assister aussi à ces événements qui seront, je pense, très très intéressants. Alors un Barcamp, c'est aussi un lieu d'échange un petit peu informel. C'est ce qu'on a voulu aussi recréer. Donc il y a un espace Barcamp où vous pourrez assister à des interventions plus spécifiques. Et là, c'est véritablement cette philosophie open source qu'on a voulu recréer sur cet espace-là, avec un échange informel entre des gens qui ont des choses à dire et des gens qui souhaitent le recevoir. Donc, je vous incite véritablement à le voir. Et puis une remise de prix. Classiquement, lors des Barcamp, nous remettons des prix. Donc là aussi, nous avons remarqué des sites qui nous semblaient très pertinents. Donc, il y aura une remise de prix au cours de cette journée. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'organisation. De toute manière, tout est dans le petit bouquin que vous pouvez trouver à l'entrée. Vous aurez le plan, les précisions sur toutes les conférences. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est bien évidemment à votre disposition. L'équipe PrestaShop, les hommes sont en vert, les femmes sont en rose. N'hésitez pas, ils sont là pour répondre à vos questions et on est vraiment ravis de vous accueillir encore une fois aujourd'hui. Voilà. Maintenant, quelques éléments sur PrestaShop. PrestaShop aujourd'hui a une position de leader et on en est très fiers. On en est très fiers. Pourquoi leader ?
Parce qu'on a aujourd'hui 150 000 boutiques actives dans le monde. Je dis bien actives et je dis bien dans le monde. Donc c'est aujourd'hui une fierté, ça fait de nous l'éditeur qui a la base installée la plus importante. Ce chiffre, il peut paraître un petit peu abstrait, mais de manière très concrète, c'est 250 000 emplois directs PrestaShop dans le monde et 45 000 en France. On est très fiers de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice en facilitant la vie des e-commerçants et en leur permettant justement de créer la valeur dans cette économie qui est bel et bien réelle. On parle de commerce. Je vous disais 150 000 boutiques actives, oui, avec une croissance phénoménale. Hein, on a triplé notre base installée en l'espace de 3 ans, donc c'est vraiment une très belle performance. Ce logiciel, ce fameux logiciel qui est à la base de tout, que nombre d'entre vous ont téléchargé. Quand je dis nombre d'entre vous, vous êtes plus de 3 millions dans le monde à l'avoir téléchargé depuis la constitution de l'entreprise. Imaginez-vous, c'est quand même assez considérable. C'est la loi des grands nombres, PrestaShop. Je vous parlais de communauté. Vous voyez, on a préparé ce slide il y a quelques semaines. Il est déjà presque plus à jour, puisqu'aujourd'hui, on flirte avec les 600 000 membres de la communauté et non pas 500 000 membres. Et ça, vraiment, du fond du cœur, je voudrais remercier tous ces gens qui participent en nous envoyant des morceaux de code, en nous suggérant des correctifs, en traduisant tout ou partie de la solution. C'est fondamental. PrestaShop, aujourd'hui, sans cette communauté, n'est pas PrestaShop. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui sont là ou qui ne sont pas là et qui participent d'une manière ou d'une autre au développement de l'entreprise et du logiciel, au nom de toute l'équipe, je voulais véritablement vous remercier. Et en termes de pays, ça c'est vraiment la marque de fabrique de PrestaShop. Aujourd'hui, PrestaShop, c'est un leader incontesté dans le monde. Nous sommes présents dans 163 pays. Le logiciel lui-même, plutôt, est utilisé dans 163 pays. Et ça, c'est véritablement atypique pour une boîte d'origine française. 163 pays, je vous le disais, avec une traction très forte. Je reprends un terme dont on parlait à l'instant. Une traction très forte sur des pays à forte croissance, comme des pays émergents, au Brésil, en Inde, en Indonésie, en Europe de l'Est. Nous avons des croissances de près de 30% au niveau de la base installée, donc c'est vraiment considérable. Juste ce chiffre-là, je crois que j'ai un... Oui. PrestaShop aujourd'hui, la base installée de PrestaShop est à plus des 3/4 en dehors des frontières de l'Hexagone. La France, qui aujourd'hui représente notre communauté principale, avec à peu près 36-37 000 boutiques, aujourd'hui, c'est un peu moins du quart de notre base installée. C'est à la fois hyper important, et c'est pour ça qu'on tenait à être là aujourd'hui avec cet événement majeur, mais en même temps, vous voulez communiquer auprès de vous sur la réalité de ce qu'est PrestaShop aujourd'hui, une entreprise mondiale, avec des positions qui sont très bien établies. En France, 30% de part de marché. Nous avons aujourd'hui 36 000 boutiques. La FEVAD, notre partenaire, a communiqué sur une estimation de 135 000 boutiques à la fin de l'année. Nous serons à peu près légèrement en dessous des 40 000, ce qui nous donne cette part de marché très conséquente. Mais nous avons aussi des parts de marché encore plus importantes, notamment en Espagne. Nous avons 40% du marché, et en Pologne, certainement 50% du marché. Donc vous voyez, PrestaShop aujourd'hui, c'est un acteur global, c'est un leader, c'est une entreprise qui se porte très bien et qui a connu une forte croissance, et je précise une croissance rentable. Voilà, donc quelques éléments que je voulais communiquer auprès de vous. Vous dire encore une fois, donc vous remercier, vous exprimer toute la fierté de l'équipe d'avoir monté cet événement exceptionnel. Vous dire qu'on est là pour répondre aussi à toutes vos questions, ça vaut pour l'équipe, ça vaut pour moi-même bien évidemment. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous solliciter pendant cette journée. Voilà. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Annie qui va animer cet ensemble de conférences pendant la journée. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Eh ben, écoutez, moi je suis ravie de vous accompagner toute cette journée. Alors, on a juste un tout petit retard avec François Monboisse qui est de la FEVAD, qui est le président de la FEVAD, et qui est dans les embouteillages, donc il va pas tarder. Alors, ce qu'on va faire quand même, c'est un état des lieux de l'e-commerce, et je vais tout de suite donner la parole à Jean-Rémy Gratadour de l'Axel, qui va nous présenter le marché au niveau international. On reviendra ensuite sur le marché franco-français, si vous le voulez. Merci beaucoup. Merci à PrestaShop d'abord pour son invitation. J'ai la délicate mission aujourd'hui de vous dire quelques mots sur l'e-commerce international, peut-être quelques mots aussi sur l'Axel, qui est l'association de l'économie numérique, qui réunit environ 200 acteurs du secteur, à la fois de l'e-commerce, du secteur des paiements, de la logistique, des acteurs de la distribution, des acteurs de la confiance numérique
et qui est une des associations qui accompagne les acteurs de l'économie numérique dans leur développement. L'Axel développe depuis plusieurs années une activité assez intense autour de l'accompagnement au développement international de l'e-commerce, comme dans le B2B d'ailleurs. Et pour cette raison, nous nous sommes associés à une association européenne qui s'appelle l'EMOTA, qui réunit 17 associations e-commerce en Europe de façon à privilégier les échanges avec les acteurs de l'e-commerce dans tous les pays, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, dans tous les pays clés en Europe, et également pour faire du lobbying à Bruxelles de façon à favoriser ce développement du grand marché intérieur européen qui constitue pour un certain nombre d'entre vous, et même sans doute pour vous tous demain, un des enjeux clés du développement de vos activités. Alors, je vais essayer de vous dire quelques mots et quelques chiffres sur l'état de ce marché, et puis peut-être également vous dire un petit mot au sujet de ma petite connaissance de PrestaShop, puisque il se trouve que c'est une plateforme que j'utilise moi-même, ayant fondé une activité de vente de livres d'art sur Internet il y a quelques années, et je crois même avoir été l'un des tout premiers, sinon le premier utilisateur de la plateforme, avant même qu'elle ait un numéro, ou alors un numéro de version très compliquée, 0. quelque chose. Et c'est grâce à l'amitié de Bruno Lévesque que j'ai pu bien maîtriser, bien comprendre les rouages et suivre l'évolution de la plateforme au cours de ces années. Et je vous avoue que quand je vois la salle remplie aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le jour où j'ai pris l'option de développer cette activité e-commerce sous PrestaShop, eh bien c'était une très bonne décision. Alors simplement quelques mots maintenant sur le développement international de l'e-commerce. PrestaShop est une solution très internationale, on l'a vu dans les chiffres, elle est globale et l'e-commerce est un marché mondial. Alors comment faire aujourd'hui pour que nous autres petits acteurs français puissions nous développer à l'international et profiter des opportunités de ce marché? Alors un premier coup d'œil, si c'est possible de repasser à la slide précédente. Un petit coup d'œil pour rappeler que quand on met en perspective la taille du marché européen par rapport aux autres grands marchés, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'Europe est très certainement le premier marché mondial. Alors, il ne le sera pas pour très longtemps. On estime pour 2013 qu'il va représenter environ 350 milliards d'euros d'activité. Et il a dépassé depuis déjà 2011 le marché nord-américain. Il ne restera pas en position de leader très longtemps, tout simplement parce que, vous le savez, le marché asiatique croît très vite, le marché chinois en particulier, qui a une forte traction et qui donc, dès l'année prochaine, va dépasser la taille du marché européen. L'autre grande différence importante est que le marché européen n'a pas, à la différence du marché américain, l'intégration qu'il devrait encore avoir. L'activité B2C, le commerce international B2C en Europe est encore une idée assez neuve. Le B2B en Europe, grâce au développement de la communauté européenne, a pu se développer depuis les années 50 à bonne vitesse et aujourd'hui à un certain degré d'intégration. Ce n'est pas le cas du marché du B2C et on peut dire que les acteurs de l'e-commerce, donc vous tous, êtes parmi les premiers acteurs à défricher ce marché européen. Et bien évidemment, l'accès à ce marché constitue un avantage compétitif clé. On voit que le reste des pays, ROW, Rest of the World, est encore très loin. Mais en tous les cas, sur les blocs leaders, on voit les ordres de grandeur. L'important est d'avoir à l'esprit que quand on parle du marché européen, on parle d'un marché qui est très concentré sur 3 pays qui sont très matures. La France, l'Angleterre et l'Allemagne. Plus exactement dans l'ordre, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, à touche-touche. Ces 3 pays constituent 60% du marché. Néanmoins, les 2 premiers pays, Angleterre et Allemagne, sont des pays qui sont très matures. Par voie de conséquence, il est relativement difficile pour les acteurs de développer leur activité dans ces marchés, pour des raisons différentes. En Angleterre, parce que c'est un marché qui est très tiré par les prix et que être compétitif face à l'offre de prix existante est très difficile. Par ailleurs, c'est un marché qui est tiré par le cross-canal. Et à l'Allemagne, parce que c'est un marché qui est très marqué par un taux de retour élevé. Et donc, quand vous êtes dans des segments comme par exemple le textile, cela peut surprendre et constituer un véritable handicap. Néanmoins, les autres marchés européens, eux, commencent à prendre de plus en plus de place et constituent souvent comme les... Quand on regarde un petit peu la croissance comparée, on s'aperçoit que la France en sort pas trop mal, elle est un petit peu en dessous de 15%,
La moyenne européenne de la croissance de l'e-commerce est à 17%. Bien évidemment, la Russie est en phase de rattrapage très forte, mais parce qu'elle part aussi de très bas, et que des pays comme l'Espagne ou l'Italie restent aujourd'hui autour des 15%. L'Allemagne a un taux de croissance encore très fort, mais il faut avoir à l'esprit qu'en Allemagne, c'est un marché dont la croissance est tirée principalement par Amazon. C'est une des particularités de ce pays. L'acteur Amazon a pris une place prépondérante sur ce marché, et c'est lui qui majoritairement tire la croissance du marché de l'e-commerce. C'est un marché très différent de la France, qui est très marqué par les pure players, et là encore, vous en êtes tout à fait représentatif. Alors sur les acheteurs et le potentiel de marché, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, seulement 11% des Européens achètent en ligne en transfrontière. Et quand on compare un petit peu les pays, on s'aperçoit qu'on fait partie d'un bloc qui, avec l'Angleterre et les Pays-Bas, a raisonnablement un nombre d'acheteurs domestiques sur Internet important et qui achètent raisonnablement de façon élevée à l'international. Mais on voit que les pays du Nord, par exemple, sont très hauts dans les achats internationaux, tout simplement parce que ce sont des petits pays et qui sont naturellement portés à acheter à l'international. Donc ne pas oublier que quand on pense au développement international, on pense aussi à où seront les consommateurs de demain, et on voit bien que sur ce schéma, un certain nombre de pays se dégagent, et ce sont donc pour vous des pays prioritaires en termes de développement. Quand on regarde un des obstacles majeurs du développement international, il y a souvent les coûts du colis. Expédier ces colis en France représente déjà un coût, mais quand on fait l'analyse du coût supplémentaire des envois internationaux, on s'aperçoit que tous les pays ne sont pas sur un même pied d'égalité. Et d'ailleurs, cette situation explique aussi le classement du slide précédent. Et la France, si vous regardez bien, n'est pas si mal placée que ça en termes de prix moyen d'exportation. Alors bien sûr, le poids des coûts d'expédition étant un des métriques essentiels au développement du e-commerce, les commerçants considèrent toujours que le prix du colis est trop élevé. Néanmoins, il ne constitue pas en France un obstacle majeur, comme ça peut être le cas par exemple en Italie, comme ça peut être le cas en Grèce, comme c'est le cas dans les pays du Nord, où le coût d'expédition est tellement élevé qu'il rend le développement international pour ces acteurs particulièrement malaisé. Quand on pose la question aux consommateurs de quelles sont leurs attentes en matière de services, et c'est les points sur lesquels vous devez tout particulièrement porter votre attention, le prix de livraison, bien évidemment, arrive en tête. Ça rejoint le slide précédent, puisque vous allez être amené à répercuter le prix de livraison, ou une partie de ce prix de livraison, sur votre offre. Et évidemment, c'est un des premiers points de sensibilité. La facilité des retours est le deuxième point, et la traçabilité des colis. Mais ces trois éléments, on va dire, sont les éléments de base. Quand ensuite on regarde dans le classement des points qui ressortent, les services à valeur ajoutée qui arrivent sont liés à la sécurisation liée à la livraison, à la fois sur la sûreté, sur les modalités de livraison et sur les informations. Et ce n'est qu'en dernier lieu que les services premium arrivent, avec un ensemble de services liés à la rapidité de développement, à l'express, au même jour, et aux alternatives de distribution. Donc, la bonne nouvelle est que la demande en matière de services de livraison e-commerce de la part des consommateurs est aujourd'hui encore au niveau international sur les fondamentaux. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, car on peut aller sur une offre avec un service de base. Alors, si on essaye maintenant de récapituler, et je vois que François arrive, je vais lui céder la parole, si on essaye de récapituler un petit peu les obstacles liés au développement de l'e-commerce en Europe, j'ai essayé d'en faire une petite liste. Alors d'abord, il y a les obstacles linguistiques et culturels. Évidemment, il faut traduire un site. Là encore, PrestaShop propose beaucoup de solutions de traduction. Et c'est relativement aisé de faire des versions dans plusieurs langues en utilisant la plateforme. Non seulement aisé, mais absolument nécessaire. Si vous souhaitez vous développer en Allemagne, il vous faut une version en allemand. Si vous souhaitez vous développer en Espagne, en espagnol, en Italie, en italien, etc. C'est absolument nécessaire. Deuxième point, les obstacles réglementaires et fiscaux. Ils existent encore. L'Europe est un patchwork réglementaire. Les problématiques fiscales et réglementaires ne sont pas toutes réglées. Encore sur la TVA, elle devrait l'être prochainement avec un point unique à partir de 2015.
Néanmoins, il y a un certain nombre de dispositifs à prendre en charge. Il y a aussi cet obstacle que vous rencontrez tous, qui est la fragmentation des systèmes de paiement. Tous les pays européens n'ont pas les mêmes habitudes de paiement en ligne. Par exemple, en Allemagne, c'est plutôt le virement. Par exemple, aux Pays-Bas, c'est un système qui s'appelle iDeal. Des pays comme l'Angleterre ou la France, qui sont très marqués par la carte bleue, ne sont pas systématiquement légion. Et il y a même des pays, en particulier les pays de l'Est, où les 2/3 des achats se font avec un paiement à la livraison. Du coup, la problématique de paiement est absolument essentielle. Et il va vous falloir trouver un partenaire. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui sont dans l'événement, qui va vous faciliter le pied à l'étrier pour développer la diversité de ces solutions de paiement. C'est un point très important puisque on sait que le taux de fraude à l'international est supérieur au taux de fraude sur le marché domestique. Ensuite, il y a la question de l'organisation logistique. Alors quand vous êtes un petit site, pure player, vous pouvez commencer en organisant votre logistique depuis un centre. Si vous êtes une marque, que vous avez plusieurs entrepôts en Europe, très rapidement, si l'activité se développe, il va vous falloir réfléchir à comment multiplier les zones d'expédition en Europe de façon à être au plus près du marché cible. Et si vous êtes un acteur avec un volume important et qui opère uniquement sur Internet, il va également falloir que vous réfléchissiez à des techniques d'injection directe dans les pays. La compétitivité prix de la livraison, je ne reviens pas dessus, j'en ai déjà parlé, mais dès lors que vous êtes sur un schéma d'injection directe dans un pays, vous récupérez bien évidemment une économie, mais il vous faut un certain volume d'activité pour que cette solution soit intéressante. Ensuite, il y a la question du coût du développement international du marketing. Le retour sur investissement, les dépenses marketing sont essentielles, et à l'international, en fonction des pays, ce coût peut être très élevé. Le coût d'acquisition client en France reste encore accessible. Dans certains pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne, il est tout particulièrement élevé. Ce coût marketing peut représenter donc un poids et un frein à ce développement international. Il faut l'intégrer dès le début, beaucoup tester, beaucoup adapter ses produits et aussi adapter à la culture locale. Ce ne sont pas toujours les mêmes calendriers pour les fêtes, ce ne sont pas les mêmes habitudes de consommation, ce ne sont pas souvent les mêmes tailles quand il s'agit de textiles. Il faut systématiquement adapter son marketing au marché cible, éventuellement à multiplier les options de boutique. Mais je crois que le multi-boutique de PrestaShop permet de le faire et c'est une option qui peut être tout à fait pertinente pour développer des solutions customisées par pays et pour profiter de ces solutions et être au plus près de son client final. Enfin, il y a un dernier point qui peut être un obstacle, en tous les cas qui est une demande forte de la part du client final, c'est lié au service après-vente. Les clients aiment qu'on leur parle dans leur langue et ce point peut constituer un coût supplémentaire ou une difficulté d'organisation particulière. Tout ne peut pas se traiter en anglais, malheureusement en Europe, et il faut parfois aller beaucoup plus près des langues des clients, et ce point-là est certainement pas à négliger. Voilà pour les quelques mots que je voulais dire, et puis je vous souhaite bonne chance en tous les cas pour tous ceux et toutes celles qui vont développer leur activité à l'international, et je vous dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup Jean-Rémy. Dans l'émotion de vous voir si nombreux, tout à l'heure je ne me suis même pas présentée, donc moi, je suis Annie Lichner, je suis journaliste spécialisée dans tout ce qui est e-commerce. On a la chance d'avoir aussi François Mamboise qui vient d'arriver, donc président de la FEVAD. On va continuer sur cette vision macroéconomique de l'e-commerce et je vais donc tout de suite lui passer la parole. À vous François. Bonjour, d'abord toutes mes excuses à vous, j'avais noté 9h30, donc je suis arrivé à 9h30, je n'avais pas vu que c'était 9h. Mes excuses aussi parce que demain on a une conférence de presse FEVAD où on va annoncer les chiffres d'affaires et les résultats du 3e trimestre. Donc j'ai pas le droit de vous les dire encore. J'ai les chiffres au 2e trimestre, mais les tendances globales sont les mêmes. Et c'est important parce qu'une étude est sortie de Price, vous avez peut-être vu la semaine dernière, qui parlait d'un ralentissement du e-commerce en France et qui parlait surtout d'un ralentissement de la fréquence. Donc on va le voir, c'est absolument pas le cas. Et c'est pas une spécificité française. Le e-commerce croît dans tous les pays du monde, continue de croître et la fréquence d'achat aussi. Si on peut passer les slides, voilà. En gros, le e-commerce en France, ça ressemble à ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est la même chose dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'il y a une croissance, bien sûr, dont les taux s'effritent un petit peu au cours du temps. On est sur un rythme de 15% en France en ce moment. C'était 19% l'an dernier. En gros, le e-commerce va peser 50 milliards d'euros en France en 2013.
Et on pense que Noël, c'est-à-dire novembre plus décembre, ça va être à peu près 10 milliards d'euros. Là aussi, en croissance toujours. Aux États-Unis, qui est le premier marché du monde par son poids encore, je dis encore parce que les Chinois vont passer devant les Américains en taille de marché d'ici 1 an ou 2, les taux de croissance sont encore de 15%. Donc même dans le marché le plus développé en termes de pénétration d'Internet, d'interconnexion, de commerce connecté, les taux de croissance sont encore phénoménaux. On le verra parce qu'il y a un énorme ressort qui est derrière le e-commerce qui n'était pas du tout prévu il y a 5 ans, c'est le M-commerce, l'utilisation du smartphone tout le temps, qui a donné un deuxième coup d'accélérateur. Si on peut passer à la charte d'après. Alors d'où il vient ce chiffre d'affaires, cette croissance du chiffre d'affaires? Il vient bien sûr des clients et il vient des marchands. Alors ce qui est intéressant pour vous, et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il y a une croissance incroyable du nombre de sites marchands en France. Alors on le mesure par les paiements, par les intermédiaires de paiement, les sites qui réalisent plus de 5 paiements par mois, donc ça démarre avec des petits sites. Et vous voyez que le rythme de progression ne faiblit pas, puisqu'il est supérieur au chiffre d'affaires. On a un rythme de progression du nombre de nouveaux sites marchands de 18% par an. Pourquoi? Parce que tous les projets de commerce qui sont créés en ce moment, soit c'est purement un site e-commerce, soit c'est un site de commerce dont bien sûr une branche e-commerce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet commercial aujourd'hui qui se lance en France sans un volet e-commerce qui est majoritaire ou pas. Et ça, c'est vraiment un facteur du dynamisme. Alors, tous les sites ne sont pas Amazon. Hein. Beaucoup de sites sont ceux dont vous occupez ici. Mais beaucoup croissent aussi. Et dans la répartition, enfin, c'est un des enjeux ici, de tous ces sites pour se faire connaître vis-à-vis des consommateurs, vous pensez bien, et on arrive bien sûr, ce qu'on va voir un peu sur les places de marché, il faut trouver un moyen d'émerger. Il faut trouver un moyen de se faire connaître, un parmi 120 000. Et on retrouve très souvent, et on va le voir, que les très gros s'en sortent très bien parce qu'ils ont un positionnement clair, ils ont la masse. Et puis à l'autre bout, les petits s'en sortent bien quand ils ont un positionnement spécifique, une niche. Aux États-Unis, il y a beaucoup de séminaires qui sont comment faire du business malgré Amazon. Comment faire du business face à Amazon. C'est-à-dire que le poids et la force d'Amazon est telle que dans sa stratégie, il faut prévoir qu'il y a un géant qui fait tout en principe mieux et moins cher que tout le monde. Et donc comment faire par rapport à lui? L'une des façons les plus simples, ça peut être de travailler avec Amazon en étant hébergé chez Amazon. Si on peut avancer. Alors, qui sont les top 15 en France au deuxième trimestre? Vous avez donc la liste des sites, les visiteurs uniques par mois, la part d'audience que ça représente et les visiteurs uniques par jour. Donc, comme dans la quasi-totalité où il est présent, sauf en Asie, Amazon est numéro 1. Vous savez qu'Amazon a du mal en Asie à percer. Mais dans le monde occidental, disons, Amazon est numéro 1. Ce qui est impressionnant, c'est que non seulement ils sont numéro 1, mais regardez l'écart avec le numéro 2. Ils sont 40% au-dessus du numéro 2. Il y a 1 an, cet écart était de 20%. Il y a 2 ans, ils étaient numéro 1 ex aequo. Donc Amazon, comme aux États-Unis, est de plus en plus le numéro 1. Ensuite, ce qui frappe dans cette liste, c'est qu'il y a encore beaucoup de sites pure players. La même liste aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, vous avez Amazon en tête, et les 14 autres, ce sont des chaînes de magasins. En France, vous le savez, les magasins se sont mis un peu tard à Internet. Il y en a qui ont trouvé des noms différents, ce qui est une chose qu'on est le seul pays au monde à avoir fait. Jamais, dans aucun pays, une grande chaîne de magasins n'est allée sur Internet avec un autre nom. Donc il y a du retard. Là, vous avez quand même 3 Américains, donc Amazon, eBay et Groupon. Cdiscount, bon, vous connaissez la liste, je ne vais peut-être pas vous l'égrener, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en bas de la liste, vous voyez arriver les chaînes de magasins. Decathlon, Darty, Castorama, Leroy Merlin. Il y a 2 ans, n'était pas là. Maintenant, se mettre à être sur le net de manière très forte, avec 2 atouts. D'abord, tout le monde sait ce qu'ils vendent. Leroy Merlin, ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent en investissements commerciaux pour dire ce qu'ils vendent. Et puis, ils jouent tous une interaction très forte entre le site et les magasins. On peut avancer. Un petit focus sur les consommateurs, parce que c'est ça qui est important. Au-delà des sites, c'est quels sont les gens sur le e-commerce. Alors la première source de croissance, c'est évidemment le nombre d'acheteurs sur Internet. On a une croissance qui est plus faible aussi, mais qui continue à monter aussi. Le pourcentage d'internautes qui achètent, c'est 78%. Il y a 5-6 ans, c'était 65%. Ça monte assez régulièrement. C'est-à-dire que les gens qui ont Internet aujourd'hui pour la première fois vont beaucoup plus facilement acheter sur Internet qu'il y a quelques années parce qu'ils savent qu'en gros, ça se passe bien dans l'immense majorité des cas. C'est tous les feedbacks. Et c'est un achat qui est devenu de plus en plus banal. Et c'est ça qui est bien parce que c'est un achat qui fait plus peur. Si on peut avancer.
Ça, c'est la slide qu'adore Médiamétrie, qui mesure en fait la fréquence d'achat. C'est-à-dire que 42% des internautes ont acheté au cours des derniers mois. Vous voyez, au cours du dernier trimestre, il y en a 59% en 2013, c'était 57% en 2012. Au cours des 6 derniers mois, 66-67%. L'achat se banalise et devient de plus en plus fréquent. C'est exactement le contraire de ce qu'a dit l'étude qui est sortie la semaine dernière. Et c'est pour ça que cette étude nous paraissait bizarre. Parce que là aussi, dans tous les pays du monde, l'achat se banalise et devient de plus en plus fréquent. Et si on peut avancer. Alors, la conséquence de ça, c'est que le panier moyen, il cesse d'être haut. Mais paradoxalement, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'individuellement, pour chaque site, bien sûr, ce n'est pas une bonne nouvelle que le panier baisse. Mais on ne pense pas que le panier baisse forcément pour chaque site individuellement. Mais comme il y a beaucoup plus d'achats, comme les promotions pour les achats gratuits, les livraisons frais de port gratuits ou avec des paniers baissent, l'achat sur Internet, qui était un peu avant quelque chose d'exceptionnel, qu'on ne faisait pas souvent, on faisait attention, on groupait des tas de produits, maintenant ça devient un achat plus banal. En gros, si vous avez envie d'un livre, vous entendez parler d'un livre à la radio, vous le faites sur votre smartphone, il n'y a pas de frais de port pour l'instant, on croise les doigts, et vous l'avez le lendemain ou 2 jours après dans votre boîte aux lettres, même pour un livre à 6 €. Donc le panier s'est stabilisé, il ne monte pas. Mais la charte la plus encourageante, c'est celle-là. À gauche, vous avez la fréquence en nombre d'achats par trimestre. Vous voyez que dans les années 2010, on était à 4 achats par trimestre, puis 5, 5, 5. Et la tendance est à une progression régulière du nombre d'achats par trimestre. On est à 5 achats et demi, en gros un achat tous les 20 jours. Et on pense que ça va monter, que ça va être un achat tous les 15 jours. C'est lié aux nouvelles catégories de produits et c'est lié à ce que je disais, la banalité du fait d'acheter sur Internet. On n'attend pas d'avoir des tas de choses à acheter pour acheter sur Internet. Et à droite, vous avez le montant moyen acheté par internaute par trimestre, qui là aussi passe de 380, etc. On monte jusqu'à 480. Donc un achat de plus en plus fréquent, de plus en plus banal. Le M-commerce, j'en ai touché un mot. Alors on a du mal à avoir des chiffres parce que les sites ne communiquent pas tous. C'est quand on dit M-commerce, techniquement, c'est la somme de tablettes et smartphone. C'est la somme des deux. Techniquement, on a du mal à distinguer les deux. Donc, les sites qui sont volontaires nous donnent des chiffres, les autres n'en donnent pas, et vous imaginez qu'Amazon n'en donne pas. On retrouve donc en tête de l'audience Amazon, avec un site, pour ceux qui l'ont vu sur le smartphone, et ça donne des incitations, qui est très différent du site, qui est très simple, et qui vise vraiment l'achat très rapide. Hein, c'est des choses à noter. Expérience de la FNAC, chaque fois que Amazon faisait quelque chose et qu'à la FNAC on avait une autre idée, on testait les deux, l'idée d'Amazon gagnait. Donc en général, quand ils font quelque chose, que ce soit, je veux dire, des choses techniques, de parcours d'achat, d'ordre, c'est testé. Testé 2 fois, 3 fois, 10 fois et ça marche bien. Donc leur site est simple. Et sinon, vous retrouvez les grands qu'on a vus avant dans le e-commerce. C'est les mêmes qui sont là sur le M-commerce. Si on peut avancer. Le M-commerce donc explose. En moyenne, on estime que c'est 10% du e-commerce sur le deuxième trimestre avril, mai, juin. Certains sites, vous savez, communiquent sur des chiffres bien supérieurs. Vente privée dit que cet été, ils ont réalisé plus du quart de leur chiffre d'affaires, pas que des visites, avec le mobile, c'est-à-dire tablette plus smartphone. Et ils partent sur des chiffres beaucoup plus gros. Grandjean, vous le savez, a fait des déclarations en disant que pour lui, le M-commerce serait 90% du chiffre d'affaires du commerce. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais son point, c'est que vous avez tous un smartphone dans la poche en ce moment. Alors qu'un ordinateur déplié, c'est plus compliqué, c'est plus lourd. Et que si les sites sont bien faits, ergonomiquement bien faits, ce qui veut dire des coûts de développement, je suis d'accord, et le développement sur smartphone, c'est pas le même que sur iPad, les gens achètent plus facilement. Les gens n'ont pas peur d'acheter. Et la dernière, je crois, ou l'avant-dernière charte. Oui, alors ça, c'est les places de marché, quelque chose qui peut vous intéresser. Là aussi, on a du mal à avoir des chiffres, mais en gros, tous les sites que vous avez vus dans les top 15 ont des places de marché. Et le poids, la croissance des places de marché est bien supérieure à la croissance des sites. Tous les sites qui communiquent, par exemple, comme Rue du Commerce sur sa place de marché, dit clairement, une énorme partie de ma croissance vient des places de marché. Et donc ça, c'est intéressant pour vous, parce que ça veut dire que les gros sites ont besoin de vous aussi. Ils ont besoin, à chaque fois qu'ils proposent un produit, d'avoir non seulement leur produit et leur assortiment, mais de proposer des tas de marchands qui vendent le produit sur leur assortiment. Et c'est une façon, bien sûr, pour vous, d'acquérir, de profiter de l'audience gigantesque qu'ils ont sur ces sites. Vous voyez... Non, mais c'est bon. Ça, c'est une tendance qui continue. Et là aussi, en voyant ce qui se passe en Angleterre, aux États-Unis, tous les gros sites ouvrent
je dirais, leur audience pour une place de marché. Donc en résumé, le e-commerce monte, continue de monter, et encore une fois, c'est pas une surprise, c'est pareil dans tous les pays. Croissance à la fois du nombre d'internautes, mais qui fléchit un peu, de la fréquence d'achat et du nombre de sites, qui est à plus 18%, ce qui est absolument génial. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Stéphane Follier de chez eBay, qui va nous présenter la vision d'eBay en matière d'e-commerce connecté. Alors, bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. On a discuté avec Annie et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter. Mon ambition, c'est de vous présenter de nouvelles eBay, également un ensemble de tendances qu'on voit de l'intérieur de chez eBay. Alors, il y a beaucoup de mots-clés, de choses dont on a déjà parlé ce matin. Vous allez voir qu'on observe sensiblement les mêmes tendances et les mêmes directions. On va commencer par une vidéo qui a été, moi aussi j'ai une vidéo qui a été faite par mes amis américains, qui reprennent ces tendances et sur lesquelles on s'appuiera ensuite. Alors, c'était la vidéo énergisante de 10h du matin. Il y a beaucoup de chiffres. Je pense qu'il y a deux... Merci. Il y a deux éléments clés dont on a déjà parlé ce matin. Le premier, c'est effectivement l'international et les transactions transfrontalières. Donc, on va voir en quoi ça peut être une opportunité. Et le deuxième qui est clé, c'est l'émergence et l'avènement du mobile et le fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le consommateur est ultra connecté. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter ces tendances et la façon dont on les voit chez eBay, l'émergence puis l'avènement de ces deux tendances-là, et de voir la réponse qu'on souhaite apporter en interne, mais également en externe, auprès de nos partenaires que sont les marchands que vous êtes potentiellement. Alors, rapidement, à mon sujet, Stéphane Follier, je suis le directeur général pour la France de eBay Commerce Network, qui est notre solution d'acquisition de trafic issue des activités de shopping.com. On a changé de nom en début d'année, le métier est resté le même, c'est-à-dire qu'on travaille avec les marchands, certainement avec certains d'entre vous, pour leur amener du trafic sur leur site transactionnel. Je travaille chez eBay depuis 6 ans, dans ce rôle depuis 2 ans,
Auparavant, j'étais aux États-Unis où j'ai participé à la création de Smartbox aux États-Unis et j'ai monté mon entreprise également aux US. Alors là, moi la semaine dernière, j'ai essayé de me faire pousser la moustache pour Movember. Le résultat était catastrophique, donc je vous épargne la moustache aujourd'hui. eBay, il y a un point extrêmement important pour moi aujourd'hui, et je vous en parlais en préambule. Mon ambition, c'est que vous pensiez à eBay différemment. Je pense que en France, on a un problème de perception sur eBay. Quand on pense eBay, on pense uniquement le site d'enchères. eBay Inc. est bien plus que le site d'enchères. eBay Inc. a 3 verticales clés aujourd'hui, et il faut penser à eBay Inc. comme une plateforme, une espèce de grande boîte à outils qui permet aux marchands, dans laquelle ils peuvent piocher, qui permet aux entreprises qui ont de l'inventaire, du stock à écouler, d'utiliser ces outils-là et de faire du business. Alors on a pour vocation d'être le partenaire technologique et marketing pour les marchands. Donc 3 dimensions dont je vous parlais. La première, c'est évidemment eBay, notre métier historique. Le deuxième, c'est eBay Enterprise, qui est issu d'un rachat que nous avons fait aux États-Unis, qui s'appelle GSI, qui est une entreprise qui aide qui permet de faire de la logistique et du service client. Et enfin, PayPal, qui est évidemment la solution de paiement bien connue, qui sont présents d'ailleurs sur le Barcamp. Je vous invite à aller voir leur stand à l'étage. On a une myriade de marques, alors qui sont différentes selon les pays, qui sont tout autant d'outils qui vous permettent d'opérer de manière intelligente dans ce monde ultra connecté. Le mobile, on a déjà beaucoup parlé ce matin, c'est quelque chose qu'on a vécu de l'intérieur chez eBay. On a investi très rapidement sur le mobile. On a aujourd'hui près de 180 millions de téléchargements de nos applications. Vous avez vu dans la vidéo, on a réalisé en 2012 13 milliards de transactions sur les applications eBay, 14 milliards de transactions sur le mobile via PayPal. Donc on a d'ailleurs été surpris de l'évolution aussi rapide. On avait prévu pour l'année 2012 10 milliards de transactions sur eBay et sur PayPal. Il s'avère qu'on a réalisé 13 et 14 milliards. Donc on a été surpris de l'ampleur et de l'amplitude de nos chiffres. C'est un phénomène qui est là et qui va rester et qui est en train de grossir. Vous connaissez certainement ces chiffres. Il se vend aujourd'hui plus de smartphones que de PC dans le monde. Et il se vendra bientôt plus de tablettes que de PC. Un point marquant également, c'est que en deuxième trimestre de cette année, pour la première fois, il s'est vendu plus de smartphones que ce qu'on appelle les feature phones, qui sont les téléphones classiques. Donc on a un taux d'équipement, et ça ce sont des chiffres qui sont globaux, mais on a un taux d'équipement en smartphone et en mobile, en capacité mobile, qui est en train d'exploser. C'est des chiffres qui sont c'est sensiblement différent de ceux qu'on a vus avec Google, mais la direction est la même. Le taux de pénétration, une étude qui a été faite par PayPal, le taux de pénétration en mobile est conséquent en France. On a 57% des Français qui sont équipés avec un smartphone, 19% qui sont équipés avec une tablette. Donc on est à peu près, je crois que Philippe, tu parlais de 2 tiers, on est à peu près de 2 tiers de taux d'équipement des Français en mobile. Et évidemment, c'est en forte croissance. On attend près de 20 points de croissance, à la fois sur le smartphone et sur le tablette, sur les 12 prochains mois. Et c'est un impact très très important sur les usages, évidemment. Alors on parlait de cross-canal, on a une association entre... c'est pas parce qu'il y a les tablettes qui émergent, le smartphone qui émerge, qu'on n'utilise plus de PC, par exemple. On réalise que entre 8 et 10 heures, 66% des Français se réveillent avec leur smartphone. L'utilisation maximum des smartphones est entre 12 et 17 heures, alors que celle des tablettes est plutôt entre 18 et 22 heures. Fait important également, près de 75% des Français utilisent aujourd'hui leur smartphone aux toilettes. Donc c'est anecdotique, mais je pense que c'est important pour réaliser que l'usage mobile est vraiment là. Et j'en vois beaucoup qui sourient, donc j'imagine que vous faites partie des 75%. Mais l'usage mobile est ici, est là pour rester. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans votre parcours client et dans votre message au client. En moyenne, alors, là également, les chiffres étaient un petit peu différents, mais encore une fois, ce qui est important, il faut regarder la tendance, hein, c'est la direction qui est intéressante. En moyenne, l'étude que nous avons était que les consommateurs utilisaient leur smartphone 40 fois par jour.
Et évidemment, on a parlé d'usage mobile, ça touche le commerce, donc ça vous touche tous. On a 79% des consommateurs qui sont à la recherche de bonnes affaires, 67% qui ont utilisé le smartphone dans leur expérience shopping, et 38% qui ont effectivement fait un achat via le mobile. Ça, c'est les chiffres globaux. Les Échos ont sorti avec IFOP une étude cette année. On est autour de 32% en France. Donc les tendances, les directions sont exactement les mêmes en France ou dans le monde. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les catégories qui sont touchées par évidemment, il y a les digital goods, donc produits culturels qui sont vendus sur le mobile, mais on a également du vêtement et on a également du voyage. Donc on a l'ensemble des catégories qui sont touchées. On a vu aux États-Unis l'année dernière, pendant Black Friday et ce qu'ils appellent Cyber Monday, donc qui est le lundi après Black Friday, après Thanksgiving. On a eu 18% des ventes qui ont été réalisées sur tablettes et mobiles aux États-Unis. Donc on a un phénomène, à nouveau, les usages sont là pour rester, le mobile est présent, et il y a de l'achat et la transaction qui est générée sur le mobile. Je pense qu'il est important de bien avoir ça en tête. Et on a vécu ça chez eBay à nouveau. On a 14 milliards de transactions sur PayPal, 13 milliards sur eBay, mais on réalise que le mobile, on a un changement complet de paradigme. Et notre pari chez eBay, c'est que les lignes entre le monde en ligne et le monde offline, tel qu'on le connaît aujourd'hui ou tel qu'on le connaissait les 10 dernières années, va complètement être bouleversé. Les lignes entre le online et le offline vont complètement disparaître. Et ça, je pense que c'est un point très important qui est facilité par le mobile, et ça pose des problèmes compliqués, des enjeux d'infrastructure, des enjeux de technologie, des enjeux de marketing, évidemment, Philippe en a parlé, et des enjeux d'organisation. Et je pense qu'il faut que vous soyez capable de réfléchir à ces 4 grands enjeux et de travailler avec des partenaires qui vous accompagnent sur ces 4 grands enjeux. Le prochain lieu où on pense que ce mobile va complètement a commencé à changer la donne, et c'est un phénomène qui va s'accentuer, est évidemment le magasin. Pour reprendre un papier qui a été écrit en partenariat avec la FEVAD, il me semble, non, le magasin n'est pas mort. On pense que le magasin, au contraire, est un point important dans le parcours client. En revanche, il va se digitaliser. Et on a une étude qu'on avait faite aux États-Unis qui montrait que près de 54% des utilisateurs qui étaient présents au magasin, des consommateurs présents au magasin, qui étaient intéressés par une expérience digitale au sein du magasin. Donc notre enjeu, c'est d'être capable, au sein d'eBay Inc., c'est d'être capable d'accompagner les marchands qui ont un magasin aujourd'hui et qui cherchent à créer un flux digital dans le magasin, ou alors qui sont uniquement des pure players et qui cherchent à se créer une présence physique. Je vais vous présenter un exemple qu'on a mis en place à New York, aux États-Unis, avec une marque qui s'appelle Kate Spade Saturday. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque de mode très branchée, qui est la petite sœur d'un réseau de magasins aux États-Unis qui s'appelle Kate Spade. En l'occurrence, c'est un pure player, donc ils viennent d'ouvrir une boutique, mais jusqu'au pilote, c'était un pure player, et on a mis en place avec eux une expérience de vitrine connectée. Donc on a dans quatre endroits différents à New York, dans les quartiers branchés de New York, pour répondre au positionnement de la marque. On a mis en place des magasins dans lesquels il n'y a pas de stock, il n'y a pas de vendeur, uniquement une vitrine, et une partie de la vitrine, vous pouviez jouer avec cette vitrine connectée. Voilà un exemple sur Spring Street, pour ceux qui connaissent, c'est à côté du Lower East Side, dans Soho. La présence des 4 magasins, un inventaire. Et la particularité de ce pilote, c'est que, vous allez voir, j'ai une petite vidéo qui en action, où on voit l'interaction avec la vitrine, mais on permet aux utilisateurs qui passaient devant la vitrine d'engager avec la vitrine, d'acheter un produit, de finaliser la transaction sur leur mobile et d'être livré en moins d'1 heure avec le nouveau dispositif eBay Now aux États-Unis. C'est la vidéo. Elle est en train de chercher de quoi acheter sur la vitrine.
Ça va choisir le parapluie. Yes. Ça, c'est un exemple live. Hein. Petit bug. You hear click, then it works. Do a short one. Yeah, there you go. I think I'm ready to check out. All right. Alors là, on lui propose d'utiliser la transaction sur le téléphone pour éviter d'avoir à rentrer son moyen de paiement devant tout le monde sur le bord vitrine. Okay, tap your phone. Awesome! Did you get it? I That's did! This is amazing. amazing! Amazing. And I press launch. It's amazing. Launching. And then there should be a link in there that you There then we click go. on it. Yep. There you go. Here's your whole card. This is so awesome! Voilà. Alors, Donc what elle a été livrée en moins d'1 heure en l'occurrence de son parapluie. Je pense que ce qui est intéressant, évidemment, on est dans l'ordre du pilote, mais ce qui est intéressant, j'ai quelques chiffres à partager avec vous, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a, pour cette marque, il n'y avait pas de présence retail aux États-Unis, c'était de leur permettre d'accroître cette présence-là avec des investissements limités. Évidemment, il n'y a pas de besoin de mobiliser du stock et de la gestion de stock en local, et également pas besoin d'embaucher des vendeurs dans les différents magasins. Et je pense que c'est un très bon exemple de mon point sur les lignes qui étaient en train de s'estomper entre le online et l'offline. Très difficile de dire s'il s'agit d'une transaction online ou d'une transaction offline. Certes, c'était un moment physique dans la rue avec une vitrine connectée. En revanche, le paiement a eu lieu sur le mobile et la livraison s'est faite en 1 heure à travers le système de eBay Now. Donc très difficile de déterminer s'il s'agit d'online, offline. Et c'est un des exemples qui nous font penser que les lignes entre les deux vont complètement bouger et que votre enjeu, notre enjeu, va être d'être capable de répondre et de présenter un message unifié à ce consommateur ultra connecté. Alors, quelques chiffres, on a près de 450 000 personnes qui sont passées devant le magasin. On a eu près de la moitié qui ont touché à l'écran. 4,5% qui ont touché à l'écran, je suis désolé. Et ils ont été livrés ils ont passé à peu près 1 minute sur la vitrine connectée. Ils ont été livrés en moyenne, le temps de livraison en moyenne était de 49 minutes à New York. Alors on livrait pas partout, on livrait dans certains, sur Manhattan et dans certains quartiers de Brooklyn. Et les chiffres que je partage pas puisque ce sont les chiffres de la marque, mais évidemment un impact positif sur le panier moyen et sur le nombre de ventes qui ont été réalisées par jour. À nouveau, je pense que c'est un bon exemple de ce que nous appelons le commerce connecté chez eBay. On a enlevé le i de e-commerce, on parle plus que de commerce connecté. C'est un bon exemple d'un dispositif qu'on essaie de mettre en place en utilisant les différentes marques et cette fameuse boîte à outils dont je parlais chez eBay Inc. Donc là, on a eu, en l'occurrence, on a travaillé avec eBay Enterprise, donc la partie GSI, on a travaillé avec eBay Local pour la livraison, on a travaillé avec PayPal Here pour le paiement, avec la carte bleue. Et on a pour ambition d'aider les marchands, et à nouveau, c'est un point important sur lequel j'insiste aujourd'hui, à appréhender ce monde en mutation, ce monde ultra connecté, ce commerce connecté, et à répondre à ces 4 grands enjeux, infrastructure, technologique, marketing et organisation. On a la première réponse qu'on peut apporter autour du recrutement et de l'engagement, la deuxième autour de la conversion et du paiement, évidemment, et troisième autour de la distribution et de la fidélisation. À nouveau, une myriade de marques dans l'ensemble de nos pays. Très concrètement, pour la France, on travaille aujourd'hui, on a 3 offres à vous proposer. La première, c'est la place de marché qui représente, on a vu les chiffres avec la FEVAD tout à l'heure, qui représente 9 millions de visiteurs uniques. 70% des produits sur eBay sont aujourd'hui des produits vendus à prix fixe. Donc à nouveau, il y a un message que vous pouvez entendre aujourd'hui, c'est qu'eBay, il y a encore des enchères, mais c'est plus du tout la part prédominante. Et 95% des marchands sur eBay exportent à l'international. Donc on a un flux d'export
sur eBay à la place de marché. eBay Commerce Network, qui est l'activité dont je m'occupe, acquisition de trafic pour les marchands. On touche aujourd'hui 20 millions de consommateurs potentiels. On travaille avec 1300 marchands et 1000 éditeurs en France. Et enfin, PayPal que je ne présente plus, 5 millions d'utilisateurs actifs en France, 40 000 marchands clients et 47% de ces marchands qui ont vendu sur mobile les 12 derniers mois. Je vous invite à aller les voir à l'étage, ils ont un stand, ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, merci. Merci Stéphane. Bien, bah écoutez, je pense que vous avez vu une petite vision de ce que peut être l'e-commerce avec de la réalité augmentée avec Google Glass, avec des commerces sans vendeurs, sans stock, des chiffres à faire tourner la tête. Alors si vous avez des questions, eh ben écoutez, c'est maintenant. Pas de questions ? Sur ce ? Moi, j'ai pas de questions, mais j'ai juste une petite intervention pour rebondir sur ce que viennent de dire nos invités. Effectivement, ce qui ressort, c'est ce fameux commerce connecté. Donc, on en parle beaucoup. Pour les grands, j'avais eu une discussion avec François Monbois sur la question. Le rôle de PrestaShop, c'est de vous faciliter la vie. Donc, lorsqu'on va parler de multi-écran, etc., on a parlé de coûts de développement, nous, on veut tout l'inverse. On veut tout l'inverse. Et dans ce que va vous montrer Bruno, notamment, dans un instant, l'idée, véritablement, c'est de vous accompagner avec une seule et même solution qui va permettre de servir tous les marchands, quel que soit l'écran sur lequel ils vous regardent, et ce de manière simple. On va parler de responsive design, notamment, pour vous faciliter la vie. D'accord? Donc, on est bien conscient de ces tendances, croyez-nous, et le but, justement, c'est de vous écouter et d'écouter les experts du marché pour comprendre quelles sont les tendances, de vous les restituer, mais toujours, et je vais employer un terme qui est souvent le galvaudé, mais pour moi, il est très noble, en le vulgarisant. En le vulgarisant parce qu'il faut le restituer au plus grand nombre et ça c'est très important. Donc justement je pense que ça fait une transition idéale par rapport à la prochaine conférence où on va vous parler du produit, voilà, et notamment de cette nouvelle 1.6 avec toutes ces nouveautés. Je vous remercie beaucoup. Merci Benjamin.